Merci d'être avec nous sur I24. Nous sommes le dimanche 24 janvier. Bonjour à tous. Il est midi à Tel Aviv. C'est le journal. Et à la une de l'actualité. Tout d'abord, Snowzilla, le monstre des neiges qui a frappé la côte est des États-Unis. 19 morts, la plupart dans des accidents de la route. New York est totalement paralysée ce dimanche. La circulation y est interdite. Le maire de la ville parle d'une des pires tempêtes de l'histoire. En Europe, la crise des migrants toujours à la une manifestation dégénère hier à Calais. En Allemagne, les agressions sexuelles auraient touché beaucoup plus largement le pays. Et aux Pays-Bas, un député distribue gratuitement des gaz lacrymogènes. François Hollande est arrivé en Inde pour une visite de 3 jours. Objectif business. Le président espère finaliser la vente de 36 Rafales, mais il reste prudent. Et dans le journal également, la polémique du week-end. Alain Finkielkraut agressé verbalement sur le plateau de France 2 jeudi soir. Par qui? Une enseignante musulmane présentée comme apolitique. Elle est en réalité loin d'être neutre et véhicule ce que le philosophe a baptisé l'idéologie des banlieues. Qu'est-ce que c'est? C'est le dossier de cette édition. Restez avec nous. Enfin, l'histoire du jour, celle d'un sosie. Il est israélien et il grime George Clooney dans une publicité pour une autre marque de café. Résultat, Nestlé traîne en justice son concurrent israélien pour avoir parodié son égérie. La bataille des Clooney, c'est à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. C'est une tempête de neige historique rebaptisée Snowzilla. Elle est plus grave que prévu. La côte est des États-Unis est totalement paralysée ce dimanche. Et le bilan, toujours provisoire, s'élève à au moins 19 morts. Chloé Demoulin. Tempête mortelle sur la côte est des États-Unis. En quelques heures, la neige, le verglas et les inondations ont rendu les routes impraticables et dangereuses, causant plusieurs accidents. Beaucoup de voitures ne savent pas comment conduire dans la neige. Il y a quelques camions qui sont restés coincés sur les montagnes et qui attendent de l'aide, parce que si vous êtes coincé, vous ne pouvez pas repartir. Washington et 5 autres États ont déclaré l'état d'urgence, mais quelques Américains insouciants ont pourtant continué à vaquer à leurs occupations, poussant les autorités à multiplier les appels pour leur demander de rester chez eux. Si vous devez récupérer vos enfants, faites-le dès maintenant, rentrez à la maison. Si vous avez quelque chose à faire de toute urgence, faites-le et rentrez à la maison, sinon il n'y a aucune raison que vous soyez dehors. Cela va être l'une des pires tempêtes de neige de l'histoire de New York. Les intempéries ont également causé des coupures de courant, plongeant dans le noir plus de 67 000 personnes jusque dans les quartiers huppés de Washington. En prévision de cette tempête, le métro avait été fermé dans la capitale et près de 3 000 vols annulés. Un retour à la normale est toutefois prévu ce dimanche. Voilà, et comme annoncé, New York est donc totalement paralysée ce dimanche. La circulation y est interdite. Sur place, la correspondance de David Benaïm sous la neige. C'est le calme pendant la tempête ici à New York. Les rues sont désertes. Le maire Bill de Blasio a ordonné l'interdiction à tous les véhicules de circuler sous peine d'arrestation. Seuls les chasse-neige et les services d'urgence sont habilités à braver les rues. On a le sentiment d'être dans une ville fantôme pour la ville qui ne dort jamais. Ça fait un énorme contraste avec tous les autres jours de l'année. Les théâtres, les cinémas, les spectacles de Broadway ont tous fermé leurs portes. Les rencontres sportives n'ont pas eu lieu hier soir et rares sont ceux qui ont défié la tempête pour construire des igloos. La neige tombe au rythme de 8 cm par heure et on attend jusqu'à 80 cm ici dans le sud de Manhattan où je me trouve. Les vents violents ont provoqué l'évacuation forcée de nombreux résidents sur les côtes de Long Island et du New Jersey qui risquaient des vagues dangereusement hautes suivies d'inondations. C'est l'état d'urgence dans 11 États de la côte Est affectant 85 millions d'Américains par des chutes de neige pouvant atteindre les 1 mètre en moins de 12 heures par endroit. Plus de 220 000 personnes sont restées la majeure partie de la journée de samedi sans chauffage et sans électricité. Plus de 1200 accidents de la route ont été répertoriés, causant la mort d'au moins 12 personnes. Côté transport aérien, les avions sont cloués au sol à Washington, Philadelphie et dans les 3 aéroports de la région de New York. 8600 vols ont été annulés et les perturbations devraient affecter les passagers au moins jusqu'à la fin du week-end. Difficile de dire encore si la tempête Jonas a battu les records. Les météorologues la placent déjà dans le top 5 des blizzards les plus rudes jamais enregistrés. Enfin, sur les médias sociaux, les internautes ont déjà pris les devants pour donner leurs sentiments, postant les images accompagnées des hashtags Snowzilla et Snowpocalypse.
Et c'est le sentiment général ici que nous venons de traverser un monster storm, une tempête monstrueuse. Voilà, tempête monstrueuse et la côte est toujours paralysée. Dans une moindre mesure, une tempête s'abat également en ce moment sur Israël. La neige pourrait s'inviter à Jérusalem dès demain, alors que le mont Hermon est déjà recouvert d'un large tapis blanc que vous découvrez sur ces images. Dans le reste de l'actualité de ce dimanche, nouveau débordement à Calais. 2000 manifestants dans les rues hier en soutien aux migrants. La police a dû évacuer certains d'entre eux montés à bord d'un ferry. La maire de la ville en appelle désormais au gouvernement. Océane Nicole. Ils expriment leur solidarité et dénoncent les conditions d'accueil dans des campements provisoires. Plus de 2000 personnes se sont rassemblées à Calais en soutien aux migrants désireux de rejoindre les côtes britanniques. Réfugiés bienvenus, ouvrez les frontières et laissez-les rentrer. Plusieurs collectifs de sans-papiers, des militants d'extrême gauche et des altermondialistes brandissaient ces pancartes. Ils appellent le gouvernement à prendre des mesures d'accueil supplémentaires. On ne peut pas laisser cette situation perdurer ici. C'est-à-dire que les gens vivent dans des conditions inadmissibles, indignes. Moi j'appelle M. Manuel Valls, M. Cazeneuve réellement de prendre toutes les mesures qu'il faut pour régulariser cette situation. Ça c'est la première chose. Mais dans un premier temps, très vite, que ces gens-là aient des conditions dignes de vie. C'est la solidarité avec les personnes qui sont exilées, qui essayent de rejoindre l'Angleterre et qu'on devrait laisser passer plutôt que de les enfermer avec des barbelés et tout ça, c'est pas possible. Le nombre croissant de migrants entrés sur le sol européen rend plus difficile la sécurisation des infrastructures et les moyens engagés par le gouvernement français sont insuffisants. Dans la jungle de Calais, des milliers de migrants vivent dans des conditions de vie insalubres. Les migrants ont de graves problèmes ici parce que la jungle, c'est pour les animaux. Mais les humains vivent aussi, c'est un gros problème pour nous. Ils doivent prendre des solutions pour les migrants parce qu'ils ont de gros problèmes pour les conditions de vie et d'hygiène. Plus de 4000 migrants venus majoritairement d'Afrique de l'Est, du Moyen-Orient et d'Afghanistan s'entassent dans la jungle de Calais, considérée maintenant comme le plus grand bidonville de France, dont l'ONU critique les conditions de vie et d'hygiène. Ce samedi, des dizaines d'entre eux ont forcé le passage et ont embarqué illégalement dans un ferry en direction de l'Angleterre. Les forces de l'ordre ont dû fermer temporairement l'accès au port pour évacuer les migrants regroupés à l'avant d'un navire. 24 interpellations ont été signalées par la police. Voilà, et cette crise des migrants n'épargne aucun pays européen. En Allemagne, un nouveau rapport indique que la vague d'agressions sexuelles du Nouvel An serait beaucoup plus étendue qu'annoncée. Lise, elle aurait touché de nombreuses villes allemandes et pas seulement Cologne. Et oui, on parlait jusqu'à maintenant uniquement de Cologne, un peu plus marginalement de Hambourg. Pourtant, plusieurs médias allemands, rapports de police judiciaire à l'appui, l'ont affirmé. Le soir du Nouvel An, 12 des 16 Länder, les régions allemandes, auraient été touchées. Des agressions sexuelles qui ont visé quasi exclusivement des femmes. Les coupables étaient souvent d'origine étrangère, des hommes âgés de 17 à 30 ans. C'est la Rhénanie du Nord-Westphalie qui a été la plus touchée avec 1076 plaintes. Mais il y en a eu aussi en Hesse, en Bavière et même à Berlin. La police allemande n'a pas confirmé ces chiffres pour l'instant. Alors, pour gérer l'afflux de migrants, l'Allemagne vient de publier d'ailleurs un guide de bonne conduite, mais il est très controversé. Oui, un guide qui aborde toutes les règles de vie en communauté. Alors, on a 14 dessins légendés en arabe, en anglais et en français. Il a été publié par la radio et la télévision publique bavaroise. On y voit plein de scènes de la vie courante, mais aussi des comportements violents barrés par des croix oranges. En fait, on montre aux migrants qu'il ne faut pas battre leurs enfants, qu'il ne faut pas harceler, voire toucher les femmes allemandes dans la rue, ou encore frapper les homosexuels. Alors, en réponse à ce guide assez simpliste, l'architecte libano-britannique Karl Charot a publié son propre guide sur Twitter à l'attention des Européens, avec par exemple l'interdiction de bombarder ou d'envahir les pays du Moyen-Orient. Et puis, on va finir sur une initiative aux Pays-Bas. Ça concerne toujours les migrants, mais là, on verse plutôt dans la provoque. Oui, c'est le député néerlandais d'extrême droite, Geert Wilders, qui a distribué dans la rue de fausses bombes lacrymogènes à des femmes pour qu'elles puissent se défendre contre ce qu'il appelle les bombes à testostérone islamiques. Il a profité d'un rassemblement à l'ouest du pays pour marteler son message contre ce qu'il qualifie d'invasion islamique. Pour lui, le pays doit fermer ses frontières. Quelques dizaines de femmes étaient présentes et ont protesté en criant « Wilders est un raciste, pas
pas un féministe. 10 d'entre elles ont été interpellées. Voilà, l'Europe toujours en proie à cette crise migratoire et pas vraiment de solution à l'horizon. Merci Lise. Et toujours concernant les migrants, on s'éloigne un peu de l'Europe avec un chiffre à retenir. C'est le chiffre du jour, 27. C'est le nombre de demandeurs d'asile que le Japon a accepté pour toute l'année 2015. 99,5% des demandes d'asile ont été tout simplement refusées dans le pays. C'est une goutte d'eau pour ce pays de plus de 125 millions d'habitants. En bref, la guerre ne connaît pas de répit en Syrie. Au moins 47 personnes, dont 9 enfants, ont été tuées hier dans des frappes aériennes menées par les bombardiers russes. Dans le viseur, les alentours de Deir ez-Zor, cette province récupérée par Daesh. Un renforcement des frappes alors que demain doivent démarrer des négociations, des discussions indirectes entre le régime syrien et l'opposition sous l'égide des Nations Unies. Mais le coup d'envoi des débats pourrait être reporté de quelques jours. Après plus d'une semaine de manifestations et un couvre-feu prolongé, la Tunisie tente de restaurer le calme ce dimanche. Le Premier ministre appelle à la patience sans pour autant annoncer des mesures concrètes pour s'attaquer au chômage. Le chômage, vous le savez, source de cette grogne sociale. Gabriel Nolin. Après 2 nuits de couvre-feu, retour au calme précaire en Tunisie. Dans la ville de Kasserine, d'où sont parties les contestations, des équipes de nettoyage volontaires se sont attachées à effacer les traces des heurts. Pas de manifestation ce dimanche pour dénoncer le chômage et la précarité dans le pays. L'ampleur de la mobilisation et les violences qui ont éclaté en marge des rassemblements ont poussé le gouvernement à imposer un couvre-feu et à organiser une réunion de crise et un conseil des ministres extraordinaire samedi. Pas de mesures concrètes énoncées par le Premier ministre, mais un appel à la patience. Selon le gouvernement, les résultats des réformes déjà prises vont mettre du temps à être perceptibles. La question soulevée à Kasserine est due au fait que nous avons trouvé des solutions pour certaines des personnes, mais pas pour tout le monde. Il faut que les gens comprennent, les solutions existent, mais il faut un peu de patience et d'optimisme. La démocratie exige d'être protégée, c'est la responsabilité du pays de la protéger. Ce que je voudrais affirmer, c'est que je ne renoncerai pas à cette transition démocratique, à cette jeune démocratie. La Tunisie est le seul pays du printemps arabe à avoir réussi sa transition démocratique, mais de lourds problèmes économiques persistent. Le secteur du tourisme peine à redémarrer, ce qui ajoute à l'instabilité de cette jeune démocratie frappée de plein fouet par le terrorisme. Le président français François Hollande a annoncé un plan d'aide d'1 milliard d'euros vendredi à son voisin d'outre-Méditerranée. Il reste à espérer pour les 15% de chômeurs de Tunisie que la reprise de la croissance ne se fera pas trop attendre. Et on tente de comprendre pourquoi la Tunisie s'est à nouveau enflammée. Vous le savez, la raison de la colère, c'est le chômage. Et on va plus loin avec vous, Virginie Belaïch. Oui, à l'été 2015, selon l'Institut national des statistiques, le taux de chômage en Tunisie était de 15,2%. Il grimpe à 22,2% chez les femmes. La bonne nouvelle du rapport, c'est la légère baisse du chômage qui touche les diplômés de l'enseignement supérieur. Il baisse de 5 points et passe de 33 à 28% en 2 ans entre 2013 et 2015. Le sud-est et le sud-ouest du pays sont les régions les plus touchées. C'est le gouvernorat de Tataouine qui est le plus touché avec 30% des personnes qui recherchent un emploi. Il y a un ensemble de raisons qui expliquent les taux de chômage très élevés en Tunisie, la baisse de la fécondité, le recul des taux d'activité et le développement de l'emploi précaire. Alors, tout a démarré il y a une semaine dans cette ville de Kasserine. Pourquoi elle a été l'épicentre de ces manifestations ? Alors, comme dans toutes les révolutions, entre guillemets, il y a des causes directes et des causes plus profondes. La cause directe, c'est la mort, il y a donc 5 jours, d'un jeune chômeur de 28 ans qui est monté sur un poteau, qui a été électrocuté. Il était monté sur ce poteau pour protester contre le fait qu'on ait rayé son nom de la liste sur des demandes d'emploi dans l'administration. Kasserine, de façon plus profonde, c'est le district ouest du pays qui est particulièrement défavorisé. Ce qu'il faut savoir, et on le voit d'ailleurs dans une infographie qui a été publiée par un site d'information tunisien, seuls 50% de la ville est desservie par l'eau potable contre 90% dans le reste du pays. Le taux de chômage y est de 8 points supérieur à la moyenne nationale. Le taux d'analphabétisation est de 32% contre 12% à Tunis. L'abandon scolaire y bat des records avec 4% des enfants qui quittent les bancs de l'école. Vous ajoutez à cela une espérance de vie inférieure à la moyenne nationale et un taux de mortalité infantile record, 23%. Et vous avez finalement, Barbara, le cocktail explosif pour une révolution dans une région.
Voilà pour la situation en Tunisie, un Premier ministre qui appelle à la patience. Merci à Virginie. Il est 12h15, dans moins de 20 secondes à Tel Aviv. C'est le journal, vous êtes sur I24. Tout de suite, l'essentiel de l'actu avec vous, Éléonore Veil. Et oui, Barbara, à commencer par cette visite de 3 jours du président français en Inde. Et si l'Elysée refuse toujours de l'admettre, il semble évident que l'objectif principal de ce voyage reste la vente de 36 Rafale au gouvernement de Modi. François Hollande espère finaliser cette fois après des mois de négociations. C'est une transaction d'une valeur estimée à 5 milliards d'euros qui serait donc du pain béni pour la France. Et puis cette élection au Portugal, et c'est sans doute l'ancien président du Parti social-démocrate de centre-droit, Marcelo Rebelo de Sousa, qui remportera l'élection, loin devant son adversaire de gauche. Seul inconnu à l'équation, sera-t-il élu dès le premier tour? Selon les derniers sondages, il est crédité de 52 à 55% des voix. Il n'a pas encore fait d'annonce officielle, mais peu de doutes subsistent. Michael Bloomberg pourrait très prochainement se présenter ou annoncer en tout cas sa candidature à l'élection présidentielle américaine en tant qu'indépendant. Une rumeur relayée par le New York Times qui s'appuie sur l'entourage de l'ancien maire de New York. Il se serait par ailleurs donné jusqu'à mars pour prendre sa décision. Voilà, le match se resserre aux États-Unis. Merci Éléonore pour ces titres. Et dans l'actualité israélienne de ce dimanche, cette nouvelle maison de la discorde à Hébron. Le procédé est souvent le même. Des militants nationalistes juifs investissent une habitation palestinienne dont ils se réclament propriétaires. Mais cette fois, un accord de dernière minute a été trouvé. Explication, Mathias Inbar. Allez en avant, entre. Les maisons de la colère. L'entrée y est rapide, le pas pressé. Jeudi dernier, des résidents des quartiers juifs de Hébron pénètrent dans 2 appartements qu'ils affirment avoir achetés à un Palestinien. Une installation qui passe mal, tout d'abord sur le terrain avec des affrontements entre Israéliens et Palestiniens. Mais c'est surtout du côté politique que la polémique enfle. Car sur ordre du ministre israélien de la Défense, la police des frontières et l'armée évacuent mini-militari les lieux. Levée de boucliers de la droite, plusieurs députés du Likoud, le parti du Premier ministre, et du Parti national religieux déserteront ce lundi la séance de la Knesset, le Parlement israélien. Binyamin Netanyahou et Moshe Ya'alon, le ministre de la Défense, justifient leur décision. Je soutiens les implantations et j'apprécie ces résidents qui se tiennent face au terrorisme avec courage et détermination. Mais nous sommes tenus de respecter la loi. L'État d'Israël est un État de droit et je n'ai pas l'intention de trouver un compromis lorsque la loi est violée. Dans le cas des maisons à Hébron, la loi a clairement été violée. Lorsque vous voulez occuper une maison, il y a des étapes légales à respecter. Aucune d'entre elles n'a été respectée. Et c'est pour cette raison que ces occupants ont été expulsés. Depuis, le ministre de la Défense a autorisé la rouverture que d'une seule maison, seule condition que la porte d'entrée ne puisse être accessible que du quartier juif pour éviter les affrontements avec des Palestiniens. L'un des propriétaires affirme que cet achat a été fait légalement, sauf qu'un décret présidentiel palestinien interdit la vente de biens immobiliers à des juifs. Dans ce genre de cas, les transactions ont alors lieu dans le plus grand secret. Mathias Inbar, d'abord, sur le terrain, on peut dire que cet incident est désormais terminé? Non, pas encore. On en est loin, dans la mesure où, alors certes, la deuxième maison a été rouverte à des conditions extrêmement drastiques au niveau sécuritaire, je l'ai dit, c'est-à-dire que la maison ne soit ouverte que du côté du quartier Avraham Avinu, à l'intérieur de ce quartier juif de Hébron. Mais les Palestiniens ont promis, eux, de faire la lumière sur cette affaire parce que, effectivement, si officiellement, eux, réfutent
l'idée qu'il y a eu achat derrière, en sous-main, eh bien, les Palestiniens ne l'entendent pas de cette oreille et veulent absolument savoir si oui ou non il y a eu acquisition de ce bien, parce qu'un Palestinien, si il y a eu acquisition, risque une prison ferme, voire pire. Politiquement, là aussi, est-ce qu'on peut dire que l'incident est loin d'être clos ? Oui, parce que les débats sont extrêmement vifs au sein principalement de la coalition. Et là, dernière information, le communiqué vient de tomber, Barbara, il y a 5 minutes à peine. Le camp du foyer juif, Naftali Bennett et surtout Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, demande aujourd'hui au Premier ministre, parce qu'il vient avoir un cabinet ministériel et une réunion de leur principale formation politique, demande absolument à ce qu'il n'y ait plus que seul le ministre de la Défense décide seul du gel des constructions, mais véritablement qu'il y ait un ministère des implantations. Pour l'instant, proposition rejetée par le camp Netanyahou et Ya'alon. Il y a comme des airs d'implosion au sein de la mini-coalition. Voilà, vive tension au sein de cette coalition extrêmement réduite. Merci Mathias pour ces précisions. Et une affaire qui intervient en pleine vague de violence. Les tentatives d'attentat se poursuivent. Hier, c'est une Palestinienne de 13 ans à peine qui a tenté de poignarder un Israélien dans l'implantation d'Anatot au nord de Jérusalem. Cette jeune terroriste a été abattue par un garde civil. Et c'est dans ce contexte que le chef de l'opposition israélienne, Yitzhak Herzog, s'est entretenu vendredi soir avec François Hollande et Laurent Fabius à Paris. Myriam, vous avez le détail de cette rencontre. Absolument. Alors un entretien entre le chef de l'opposition israélien, Yitzhak Herzog, chef du Parti travailliste également, avec Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, et le président français François Hollande. Alors de quoi ont-ils parlé ? On aurait pu penser une critique facile de Binyamin Netanyahou, et bien curieusement, pas du tout. Alors à quoi s'est appliqué Yitzhak Herzog sur place ? Sa priorité numéro 1, c'était d'appeler Hollande à cesser de promouvoir les initiatives diplomatiques internationales contre Israël. Alors qu'avait-il en tête ? Eh bien la première, c'est cette récente annonce de l'Union européenne selon laquelle les accords avec Israël et entre Israël et l'Union européenne doivent uniquement être appliqués en ce qui concerne les territoires conquis avant 1967. Et puis il faisait également allusion à ce dernier projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, cette fois-ci, qui voulait forcer éventuellement la remise en marche des négociations israélo-palestiniennes, toujours dans l'impasse. Et là, Yitzhak Herzog a de façon assez surprenante des propos extrêmement durs envers Paris. Il affirme que c'est une récompense pour le terrorisme et l'appel au boycott d'Israël, qu'il s'agit d'une façon de paralyser les initiatives régionales. Plus fort encore, dit-il, c'est un diktat imposé par le monde à une nation souveraine. De son côté, François Hollande a proposé un plan de sortie de crise qui a largement surpris à Jérusalem. Alors François Hollande a surtout écouté celui de Yitzhak Herzog, un plan qui visait à séparer Israéliens et Palestiniens. Et là, des propos encore plus surprenants venant d'un leader travailliste. Que dit-il ? La tentative de créer un État palestinien est aujourd'hui irréaliste. Est-ce une façon de renoncer à la création de 2 États pour 2 peuples ? Eh bien non. Pas du tout, mais il faut, dit-il, s'appliquer aujourd'hui à changer d'objectif et viser ce qui est réaliste. Alors qu'est-ce qui est réaliste ? Eh bien c'est une séparation coûte que coûte, par des mesures sécuritaires et économiques afin de diminuer les frictions. Voici des propos qui n'ont certainement pas plu à l'intérieur même de son parti. Shelly Yahimovitch, un des leaders de ce parti de gauche, a affirmé qu'il s'agissait aujourd'hui d'une véritable trahison envers les valeurs de la gauche israélienne. Pire, elle a accusé aujourd'hui Yitzhak Herzog de vive critique en affirmant que c'était une porte ouverte à rejoindre la fragile, peut-être trop fragile, coalition de Binyamin Netanyahou. Voilà, Yitzhak Herzog tempéré parce qu'il lorgne peut-être sur une entrée dans la coalition. Merci Myriam. Prière de ne pas envisager une grossesse avant 2018. La recommandation est drastique, mais traduit bien la psychose grandissante dans certains pays d'Amérique latine suite à la propagation du virus Zika. Ne pas tomber enceinte, c'est la recommandation de l'Équateur et la Colombie. Le Salvador est même allé jusqu'à encourager les femmes à décaler leur grossesse de 2 ans. L'épidémie du Zika entraîne une véritable psychose en Amérique latine où 22 pays sont touchés. Ordre des autorités, se protéger des moustiques. Et c'est pour les femmes enceintes que l'inquiétude est la plus grande. C'est la raison pour laquelle nous recommandons aux couples de programmer leur grossesse. S'ils décident d'avoir un enfant, ils doivent prendre des mesures nécessaires pour protéger les mères pendant leur grossesse. Ils doivent couvrir une large partie de leur corps pour qu'ils ne soient pas exposés aux moustiques et pour qu'ils évitent d'être contaminés par le Zika.
Le risque pour les mères contaminées, accoucher d'un bébé avec une tête anormalement petite. La maladie semble se transmettre du placenta au fœtus. Des milliers de cas de nouveau-nés ont été touchés en Amérique latine. Le responsable, le moustique tigre. D'abord en Asie et en Afrique, la maladie a touché le continent américain fin 2015. De la famille de la dengue, elle est plutôt inoffensive pour les adultes. Elle ressemble à une grippe et dans 80% des cas, elle passe inaperçue. Aucun traitement ni vaccin n'existe pour le moment. Les autorités de santé craignent une contamination mondiale. Déjà 3 cas ont été diagnostiqués aux États-Unis et l'épidémie a été déclarée à la Martinique et à la Guadeloupe. Le Zika n'est pas contagieux d'homme à homme. Seuls les moustiques porteurs permettent la transmission. La France et les États-Unis ont appelé les femmes enceintes à ne pas se rendre en Amérique latine. À suivre dans le journal, c'est la polémique du week-end. Une enseignante musulmane agresse verbalement et pendant de longues minutes Alain Finkielkraut. Ça se passe sur le plateau de France 2. C'était jeudi soir. Alors, quelle idéologie véhicule-t-elle? Le philosophe parle d'idéologie des banlieues. Ça veut dire quoi? C'est le dossier du jour et on en parle avec notre invité, l'historien Pascal Horry. Ce sera dans moins de 5 minutes dans le journal sur I24. Restez avec nous.